Alors, il est presque 20. On va prendre peut-être un petit 20 minutes plutôt qu'une demi-heure pour vous laisser intervenir. Donc, sur les enjeux pour les formateurs et formatrices. Je sens qu'il y a des gens qui arrivent au micro. Oui. Bonjour. Bonjour, votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Lucie Tremblay, je suis enseignante en intégration sociale à la Commission scolaire de Montréal et je sens mes fréquences cardiaques accélérées légèrement. Je travaille avec Céline Beaulieu au Centre Wellington. J'ai eu la chance de réfléchir un petit peu cette semaine à l'avenir de l'éducation des adultes, parce qu'on a parlé un petit peu. J'ai entendu beaucoup de choses vraiment intéressantes aujourd'hui. Je vais juste comme mettre tout ça ensemble, là, j'essaye. Monsieur Pierre, qui a fait le discours d'ouverture, nous a mentionné que la CAQ n'avait pas tant de plateformes pour l'éducation des adultes et que c'était bien d'avoir la chance de proposer quelque chose. Non, mais bien dans le sens que la table est là, tu sais, on peut mettre des choses dessus. Je pense, avec tout ce qu'on a entendu aussi aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on a besoin de réinventer la roue, mais vraiment plutôt partir des pratiques qui sont déjà gagnantes, parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Je vais parler de notre pratique gagnante. Ma collègue Céline nous a parlé du CREP tantôt. Donc, on collabore, on fait un partenariat avec des organismes communautaires, avec des entreprises. Je pense que le fait de travailler tout le monde ensemble avec nos compétences différentes, ça vient vraiment donner un plus à la formation de l'adulte, pour plusieurs raisons, vous les connaissez. Je vais reprendre aussi, on parlait de les jeunes qui sortent du secondaire puis qui s'en vont dans les écoles de FGA, puis ils trouvent ça difficile, il y a du décrochage aussi. C'est les générations X, Y aussi qui s'en viennent, qui veulent que ça soit vite, rapide, qui n'ont pas une grande capacité d'attention. Ces jeunes-là, ils sortent du secondaire, mais ils ont encore leur difficulté d'apprentissage. Là, ça n'a pas disparu aux adultes. Je pense, pour faire le lien avec le CREP, avec ce genre de collaboration-là, c'est tellement intéressant si les personnes, si les adultes sont dans des domaines réels, où est-ce qu'ils vont, par exemple. Je donne un exemple vraiment personnel. Quand j'ai commencé à enseigner, j'étais avec des jeunes qui faisaient de la mécanique vélo pour Bixi. Ces jeunes-là avaient décroché, avaient secondaire 2, secondaire 3. Ils voulaient retourner à l'école, mais ils me disaient « Madame, je veux retourner à l'école, mais je suis pas capable. » Donc, j'ai contacté le CREP. Le CREP a fait venir un enseignant, puis ces jeunes-là sont dans leur contexte de travail. Ils voient l'importance quand même de poursuivre leurs études pour le après. Donc, le fait d'avoir l'enseignant directement sur place, ben ça les motive. Le fait d'avoir leur patron qui leur dit, ben vas-y à l'école, prends 2 heures, puis vas-y, tu sais. Donc, tout ça mis ensemble, je pense que ça rend ça plus intéressant, plus accessible aussi. On parlait... Madame qui est en FGA disait tantôt, avant, il fallait que les jeunes attendent 1 an après le secondaire pour faire le passage aux adultes. Mais il y a une raison peut-être pourquoi ils faisaient ça, attendre 1 an. Je pense qu'il devrait y avoir des programmes différents pour ces jeunes-là. Vous n'êtes pas prêts tout de suite à aller travailler, vous n'êtes pas prêts à aller à l'école, bien, on peut-tu avoir un entre-deux? Tu sais, quelque chose qui pourrait exister. Il y en a déjà qui existent. C'est juste que des fois, on ne le sait pas non plus. Maman va à l'école, super pertinent. Là, je vois une file en arrière de moi. Hein? En tout cas, je vais faire ça vite, mais il y a beaucoup... Je pense que les partenariats avec les organismes et la communauté devraient exister plus. Il devrait y avoir plus d'enseignants qui se déplacent, comme nous, on fait au CREP. C'est bien beau, là, mais toi, tu l'as nommé tantôt, il manque de profs. Il manque de profs. L'année passée, Céline et moi, on a fait une demande pour avoir un stagiaire en intégration sociale aux adultes. On a su des réponses. Non. Personne qui voulait venir avec nous. Pourquoi? Bien parce que l'intégration sociale, bon, ça peut avoir... les gens ont des perceptions négatives. J'ai entendu cette semaine que tout le monde en intégration sociale est au même niveau. Bon, OK. Pourtant, on sait très bien que non. Donc, je pense qu'il y a quelque chose aussi à faire au niveau de la valorisation des enseignants et aussi du recrutement des enseignants.
Donc, c'est ça. J'aurais plein d'autres choses à vous dire, mais je vais aussi revenir sur le fait de travailler ensemble. Ça fonctionne, madame, maman va à l'école, je ne sais pas vous êtes où, mais ça fonctionne parce qu'il y a des garderies dans le milieu. Wow, quelle bonne idée! On ne peut pas mettre ensemble, genre, ceux qui font des techniques en éducation à l'enfance, qui viennent dans les écoles, tu sais, faire un genre de jumelage de tout ce beau monde-là pour, justement, on a de la place, on a des édifices, on se le faisait dire tantôt aussi. Donc, essayer de mixer plus, puis partir sur des pratiques déjà gagnantes qui existent. Réinventons pas la roue quand on a déjà des bonnes pistes. Mm-hmm. Oui, merci. Oui, Nadia Dallaire de la Fédération autonome de l'enseignement. Je vais faire du pouce sur ce que Madame disait à propos de la valorisation du rôle des enseignantes et enseignants. Moi, ce que j'aimerais, un souhait, en tout cas, ça serait effectivement une plus grande reconnaissance de l'importance du rôle des enseignantes et enseignants d'éducation des adultes. Et ça peut se traduire de différentes façons, notamment en termes de conditions de travail. Je ne peux pas faire autrement que d'en parler. Il y a un taux de précarité de 75 % à l'éducation des adultes. Et dans le secteur de l'intégration socio-professionnelle, Mme Beaulieu en parlait tout à l'heure, c'est 84 % de précarité. Donc, c'est important, malgré le fait que lors des 2 dernières négos, on ait obtenu quand même certains gains, notamment l'augmentation du plancher d'emploi au 30 juin 2010, l'ajout supplémentaire de 25 % du nombre de postes réguliers à l'EDAFP au 1er juillet 2011 et également l'octroi de 250 nouveaux contrats à temps plein au 1er juillet 2016. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Ça se traduit également au niveau des conditions d'exercice des profs, avoir des outils adaptés pour leurs élèves, qui puissent bénéficier de plus de temps pour se préparer, par exemple, au nouveau programme dont on a parlé tout à l'heure. Puis ça, bien, nécessairement, ça inclut aussi de l'argent, parce que pour que les profs puissent se préparer, il faut aussi qu'ils soient libérés, donc c'est des sous de plus. Également, les services aux élèves, ça aussi, ça améliore leurs conditions d'exercice et, comme je disais tout à l'heure, les conditions d'apprentissage des élèves. Et au-delà de ça aussi, la reconnaissance, ça s'exprime aussi à ce que les profs puissent être consultés, quels que soient les enjeux, qu'ils puissent avoir leur mot à dire et qu'ils soient écoutés. Donc, voilà. Merci. Pierre Campeau, moi, je suis travailleur autonome. Puis aussi, il y en a qui disent que je suis retraité. Je vais y aller en vrac un peu. J'avais le goût de dire que, si vous ne le savez pas, Équiterre, tous les groupes qui touchent beaucoup les jeunes, mais qui ont vieilli maintenant, qui sont un peu plus vieux, pour la plupart sont nés de la CEQ, qui avait un projet qui s'est appelé les Écoles vertes Brundtland, qui est devenu les établissements verts Brundtland. Alors, s'il y a un gros mouvement, s'il y a Équiterre, s'il y a Québec solidaire aujourd'hui, c'est peut-être entre autres en lien avec le syndicat. Puis même si je trouve que les syndicats sont bien importants, bien des fois, les syndicats aussi peuvent être nuisibles d'une certaine façon. L'autocritique n'est pas toujours évidente quand le syndicat est rendu gros. Puis j'ai le goût de vous parler de, quand on parle de la formation de demain. La formation de demain, ça existe déjà dans certains pays, ce qu'on appelle la formation duale, comme en Allemagne, en Suisse, en Autriche, puis ça s'en vient dans d'autres pays. C'est-à-dire, c'est une alternance travail-études, études-travail, qui veut dire que sur une semaine de 5 jours, sont 2 jours dans un centre de formation, exemple professionnel. Puis ils commencent l'équivalent du secondaire 4 ici, puis ils finissent l'équivalent de première de cégep. Ils font pas loin de 4 ans dans cette formation-là. Les 3 autres jours sont en usine. Mais imaginez qu'est-ce que ça veut dire qu'un élève qui est dans un centre de formation professionnelle, qui a une éducation citoyenne aussi, parce qu'il n'est pas juste à l'école pour le métier, qui rentre dans une usine, ça veut dire que l'éducation sociale, elle rentre dans l'usine. Ça veut dire que si lui, il pense environnement puis de mesures environnementales, il la rentre dans l'usine. Il ne faut pas voir l'alternance travail-études seulement comme quelque chose qui vient du milieu du travail, qui impose ça au milieu scolaire, mais ça peut se faire dans les 2 sens, puis ça peut être gagnant dans les 2 sens, dans la mesure où le partenariat se donne une place à l'un et à l'autre. Alors, il faudrait peut-être questionner cette façon de voir-là, qui des fois est dénigrée socialement, entre autres par les syndicats. Ce que j'ai le goût de dire aussi, c'est que la culture d'une entreprise, la madame, tantôt, elle nous parlait de la dimension culturelle.
Bien, la culture d'une entreprise, ça ne s'apprend pas dans un centre de formation professionnelle. Parce qu'un centre de formation professionnelle, c'est une culture scolaire. Si tu veux savoir c'est quoi la culture, parce que moi, j'ai travaillé sur un comité interministériel puis intersectoriel, puis on se rend très bien compte que les gens se battent les uns pour les autres, tout le monde tire sa couverte. Mais quand on rentre dans une usine, il y a une façon de travailler, puis entre deux usines, il y a deux façons de travailler. C'est un peu comme deux langues différentes. Alors, si on n'a pas d'expertise, d'expérience au niveau du milieu du travail, comme du milieu de vie, je pense qu'il y a un manque important. Parce que quand moi, je me présente à quelqu'un qui te demande « T'es qui, toi? » Tu donnes-tu ton identité sociale ou ton identité professionnelle? Hein? T'es qui, toi? Ben moi, je suis enseignant. Tu dis pas « Je suis Québec solidaire » ou « Je suis un père de famille qui aime ses enfants ». Non, tu dis « Moi, je suis un enseignant ». Voilà. Alors, c'est à peu près ça. Puis je pense que travailler les savoir-être, en milieu scolaire, on a beaucoup plus de place, mais il y en a un aussi. Les plus vieux de l'usine enseignent leur savoir-être. Puis ça, je pense que c'est important. Je voulais juste un peu enlever le mythe autour de cette dimension-là. L'information duale. Oui. Puis c'est sûr que si dans un village, l'usine tombe, on a des gros problèmes sociaux. Alors, on a intérêt à avoir aussi une critique, une dimension sur l'avenir de l'usine. Pas nécessairement juste au niveau néolibéral, mais l'avenir de l'usine dans le sens de ce qu'elle peut nous apporter au niveau social, parce que c'est ça qui permet de manger puis de soutenir notre famille, nos enfants, etc. Alors, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour, Jamal Kanan. Je suis enseignante en francisation et je n'ai fait que ça. Je n'ai enseigné qu'aux immigrants et bien sûr des Québécois qui ne sont pas francophones. Depuis que j'ai commencé à enseigner, j'ai rencontré vraiment plusieurs élèves de différentes ethnies. J'ai fait du classement, j'ai bien sûr enseigné, puis on travaille beaucoup sur l'intégration des nouveaux arrivants. Quand ils arrivent, les nouveaux, quand ils sont débutants, ils ne comprennent pas la langue, qu'il n'y a pas moyen vraiment de leur parler du volet socioculturel, ils ne comprennent pas. Mais aussitôt qu'ils commencent à comprendre, ils ont beaucoup de questions à poser. Et bien sûr, là, si j'ai du temps, moi, je peux leur en parler. Je manque de temps. Quand je suis arrivée au Québec, parce que je parle la langue, on m'avait offert 1 semaine de formation. Pendant cette semaine-là, j'ai eu beaucoup d'informations sur le système de la santé, de l'éducation, etc. J'étais déjà prête à m'intégrer. Au bout de mois, j'ai trouvé un emploi. Je me demande si on peut engager une personne ressource pour venir dans les classes et parler d'intégration aux élèves. Je ne sais pas si les commissions scolaires ont une politique en termes d'intégration, mais il serait intéressant vraiment qu'il y en ait une. Voilà, ça c'est mon point. Merci. Moi, je voulais me questionner un petit peu parce que sur la pénurie, parce qu'on vit une pénurie d'enseignants. Et ça m'a fait un petit refresh en arrière. Alors, je vous parle aujourd'hui, mais je ne serai pas là aujourd'hui. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que maintenant, il n'y a plus de certificat en sciences de l'éducation. Il a été enlevé. Les gens doivent faire un cours de 4 ans en éducation préscolaire élémentaire. Moi, je n'ai pas fait ça. J'ai fait un bac spécialisé dans une matière et suite à ça, je suis allée faire le certificat en sciences de l'éducation. Donc, ce volet-là, je pense que fait en sorte qu'il y a bien des gens qui n'auraient peut-être pas été en préscolaire élémentaire, puis il y en a peut-être qui ne vont pas parce que, bon, peut-être c'est 4 ans, mais quelqu'un qui a une matière X, bien là, après, si le certificat avait encore lieu, bien peut-être s'en irait là-dedans et ça ferait en sorte que peut-être qu'il y aurait moins de pénurie. Il faudrait peut-être se questionner là-dessus. Puis au niveau des apprenants, je voulais revenir au niveau des adultes et jeunes. L'évaluation est différente. Les élèves jeunes, au secteur jeune, ils cumulent des notes toute l'année.
et l'examen à la fin de l'année compte pour un certain pourcentage. Ce n'est pas le cas à l'éducation des adultes. Alors, je pense qu'il faudrait comme revoir ça. Ça serait important aussi de penser ça pour l'avenir. Merci. Merci. D'autres personnes? Bonjour, moi c'est Joanne Bézinet, je suis enseignante en intégration socio-professionnelle pour le CREP. Puis je veux juste dire que sur le thème de la pénurie des enseignants, particulièrement aux adultes, moi j'ai fait 2 bacs, dont un pour me qualifier comme enseignante. On m'a jamais parlé d'éducation des adultes pendant mon bac. Et je l'ai découvert par hasard en feuilletant la section de la presse qui n'existe plus. Là. Je ne sais plus comment ça s'appelait, carrière et je ne sais pas quoi. Et je me suis questionnée, je me suis dit, ah ben mon Dieu, est-ce que je pourrais enseigner aux adultes parce que je n'avais pas envie d'aller dans les écoles secondaires et primaires et pourtant, j'avais une profonde envie d'enseigner. Puis je me disais, mais je suis comme mal prise parce que l'enseignement, ça se fait dans les écoles, puis les écoles, je suis pas capable de les regarder. Ça m'intéresse pas de travailler dans ces lieux-là. Et c'est très paradoxal parce que quand j'ai su que ça me prenait seulement un permis d'enseignement, même si j'avais jamais entendu parler de l'éducation des adultes, j'ai compris que je pouvais avoir accès à enseigner aux adultes. Et quand la commission scolaire m'a appelée, parce qu'ils ont reçu évidemment ma candidature, c'était pour enseigner dans les prisons. Évidemment, c'est pas le lieu que je recherchais nécessairement, mais le défi, et j'ai compris que la clientèle était ma clientèle. J'aime beaucoup enseigner aux adultes et je ne retournerai pas au secteur jeune. Et je trouve ça très dommage parce que j'ai l'impression qu'en 20 ans, parce que ça fait 20 ans que j'ai terminé cette année, on n'entend pas plus parler, en tout cas, j'aimerais questionner les plus jeunes que moi, là. Est-ce que tu as entendu parler, toi, de l'enseignement des adultes dans ton bac? Je parle de ceux qui étudient pour enseigner, là. Alors, peut-être qu'on pourrait attirer des enseignants à l'éducation des adultes si on leur disait que ça existe et que c'est très le fun et que tu peux être enseignant et que ta clientèle ne soit pas les jeunes. Voilà. Merci. Claudie. Oui, alors je suis très contente des 2 dernières... Claudie Solar. Claudie Solar. Les 2 dernières interventions qui viennent d'être faites parce que j'aimerais comme solliciter la salle. Il y en a combien qui font de la formation, de l'intervention ou n'importe quoi auprès des adultes? Levez la main. OK. Maintenant, vous allez... Baissez votre main. Quels sont ceux qui ont appris sur le tas? OK. Je pense que ça répond à la question dans une certaine mesure et ça fait partie des choses que je me demandais. Parce que, bon, moi, j'ai fait plusieurs choses dans ma vie, là, mais j'ai fini comme prof en andragogie à l'Université de Montréal. Et j'ai vu la fermeture du certificat en éducation des adultes. Et c'était vraiment d'une grande tristesse parce qu'on avait 80 étudiants. Donc, j'ai jamais compris, c'était vraiment politique. Mais encore maintenant, on dit qu'il suffit, avec toute l'action qu'il y a eu au niveau des syndicats, entre autres, la revendication d'avoir tout le monde réuni sous le même syndicat, enfin ça c'est ma compréhension, on se retrouve à avoir que des enseignants formés pour les jeunes qui sont propulsés pour les adultes. Et en 82, quand se sont faits ces changements-là, il y a eu en fait... les formateurs d'adultes qui étaient là depuis très longtemps devaient former les jeunes qui étaient vraiment formés pour les jeunes, là, pour les former pour les adultes. Donc, et après ça, on disait merci beaucoup, au revoir. Donc, je me pose vraiment la question, puis ça fait partie des conflits qu'il y a eu au Québec. Là, je retourne un petit peu dans l'histoire. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les années 80, on avait créé l'Association des formateurs d'adultes du Québec, qui était donc spécifique pour le milieu scolaire. Et après, il y a eu l'Association des andragogues du Québec. Et un des points majeurs de tension entre les 2 associations, c'était que dans les formateurs d'adultes,
c'était des gens qui avaient déjà de l'expérience des adultes et qui allaient après apprendre comment faire avec les adultes et améliorer leurs pratiques et leurs connaissances. Et il y avait les andragogues qui disaient, ben non, pour former les adultes, il faut d'abord avoir une formation en adulte. J'ai jamais résolu le conflit, mais les deux associations ont disparu. Maintenant, il y a juste la KIFA qui existe. Mais bon, ça demeure et je suis contente que ça a été abordé parce que je me disais, coudonc, on n'aborde pas du tout la formation que l'on a. On arrive comme ça, comme par hasard, parce qu'on est bon. Hein? Puis on sait s'adapter, puis on n'est pas trop idiot. Mais bon, est-ce que ça veut dire qu'on est nécessairement bon avec les adultes? Oui, merci. Juste avant de vous donner la parole, je m'excuse. Il nous reste vraiment 3 minutes. S'il y a des personnes qui ont quelque chose à dire, qui n'ont pas encore pris la parole, je vous inviterai à avancer. Puis je vais prioriser les personnes qui ont pas pris la parole. Une seule élue. D'accord, allez-y. Alors, Judith Giguère, je suis directrice du développement chez FBDM, Formation de base pour le développement de la main-d'œuvre. Ce qu'on fait, c'est de la formation de base, donc alphabétisation, francisation en entreprise. On a une équipe d'une dizaine de formateurs qui sont nos salariés, qui travaillent pour nous, qui se déplacent en entreprise sur l'île de Montréal et Couronne-Sud, Couronne-Nord pour offrir de la formation. Ce que je trouve, en fait, mon commentaire va dans le sens de ce que Claudie disait. Ce que je trouve par rapport aux éducateurs ou aux éducatrices d'adultes, présentement, ce que nous, on est dans l'obligation de faire en raison de l'agrément d'Emploi Québec, c'est d'avoir des gens qui ont fait le bac en enseignement en francisation. Et malheureusement, ils n'ont pas du tout de formation en ce qui concerne les adultes. Donc, on doit les envoyer. Et là, en plus, on a beaucoup, en raison de la pénurie, on a beaucoup de nouveaux diplômés qui n'ont jamais travaillé, qui ont étudié toute leur vie. Donc, on doit les envoyer en entreprise, comprendre c'est quoi une entreprise, comprendre de la formation, que de la formation en francisation en entreprise, c'est malheureusement pas de la formation devant une classe de 12, 15 ou 20 personnes dans une classe. Ça se peut que ça se passe dans la cafétéria, ça se peut que ça se passe dans un bureau. Et en plus, ils savent pas, ils savent pas, ils n'ont jamais travaillé avec des adultes. Donc, je pense qu'au niveau de l'éducation des adultes, la diplomation, la vraie qualification qui teinte un peu toutes les interventions, fait que dans les milieux extérieurs au milieu institutionnel, c'est très difficile de valoriser cette formation-là. Et ça demande aux éducateurs qui sont en dehors du cadre institutionnel beaucoup d'adaptation. Et malheureusement, parce que la diplomation teinte l'agrément d'Emploi Québec et teinte la diplomation en immigration, parce qu'il demande un niveau 6 du ministère de l'Immigration, ça fait que la formation à l'extérieur, elle n'est pas valorisée, même si on a des merveilleux formateurs et qu'on a des super beaux succès avec les apprenants en entreprise. Oui, c'est un éclairage intéressant. Merci. Alors, merci à nos 3 panélistes.